Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ça fait débat. 3 questions nous intéressent par rapport à l'actualité dans notre pays, en République démocratique du Congo. Nous allons d'abord prendre cette entrée. Il s'agit bien entendu de la pollution des rivières Kasai et la rivière Chikapa. Voilà. La gestion de ce dossier par le gouvernement Sama Lukonde, est-ce une gestion rationnelle, efficiente, efficace? Est-ce que le gouvernement maîtrise tous les paramètres? Nous allons tenter d'y répondre avec les invités. L'autre question, c'est justement cette affaire de la CENI, la présidence, les divisions continuent. Pour l'instant, l'Assemblée nationale, à quelques jours de la rentrée parlementaire, pour la session, la grande session de septembre, une session essentiellement budgétaire, l'Assemblée nationale va-t-elle jouer en pyromane ou en sapeur-pompier? La question est également sur la table. Et la grande question qui va nous intéresser, c'est l'évaluation de l'état de siège en Ituri et dans la province du Nord Kivu. Est-ce que cette évaluation est vraiment rigoureuse? Quel est le résultat? Alors que les éditions se sont multipliées au niveau de la Chambre basse du Parlement et même de la Chambre haute. D'abord, des invités en attendant les autres, on nous dit qu'ils sont butés dans les embouteillages. Monsieur Mwamba, Rodrigue, vous êtes porte-parole du centre. Le parti des Kambinga, Germain. Oui, Germain Kambinga. Et merci beaucoup pour votre invitation. Il n'est pas aux affaires, Kambinga. Il est au FCC. Le FCC n'est pas aux affaires. Ah, lui, il est resté au FCC. Oui, exactement. Très bien. Alors, et puis, Manix Yenda, vous êtes le secrétaire général du Congo Positif, Union Sacrée, Dieudonné Nkishi, qui était plutôt du FCC. Il a traversé aussi après les autres ou pendant que les autres traversaient? Le Congo Positif, tout en étant au Front commun pour le Congo, nous avions toujours prôné les valeurs qui sont représentées par le cliché positif que nous pouvons et que nous travaillons d'ailleurs pour imposer au sein de la République démocratique du Congo. Et ces clichés nous a mis en antipode total avec le Front commun pour le Congo. C'est comme ça que nous avons jugé bon d'emboîter les pas selon la logique du président de la République, chef de l'État, qui semble déjà imprimer un autre cliché positif pour le changement de la République démocratique du Congo. Nous, Congo Positif, nous restons dans cette logique. C'est comme ça que nous avons cru aux idées, à la vision du président de la République, chef de l'État, ce qui justifie effectivement notre adhésion au sein de cette grande famille qu'on appelle l'Union sacrée pour la nation. Rodrigue Mwamba, dites-nous concrètement, est-ce que le gouvernement Sama Lukonde est à la hauteur dans la gestion de ce dossier de la pollution des 2 rivières? On parle déjà des infections, on parle de la disparition, plutôt la disparition de beaucoup de poissons, même les gros poissons, dans ces 2 rivières, avec tous les risques que Kinshasa court, parce que c'est parmi les affluents du fleuve Congo, et éventuellement les déplacements de la vice-premier ministre en charge de l'environnement, développement durable dans le coin Chikapa. Est-ce que c'est une gestion qui montre que le gouvernement est à la hauteur? Je pense que ce qui se passe au Kasai est un gros drame, M. Fabien, parce qu'il y a 13 zones de santé au Kasai, 12 sont atteintes. Il y a plus de 5000 cas de diarrhée qui sont signalés. Il y a eu 12 morts. Il y a des risques de cancer parce que lorsque les premières analyses qui ont été faites sur ce qui a été déversé dans la rivière Chikapa, affluent du rivière Kasai, révèlent du nickel. Et donc, je suis médecin, je sais que ce matériau a un gros risque cancérigène. Mais pour aller plus loin, il y a toute cette région-là dépend des eaux du Kasai. D'abord parce qu'elle dépend essentiellement de la pêche, ça c'est la première chose. Et les eaux du Kasai, justement, sont interdites de fréquentation. Donc, il n'y a même pas moyen d'un ravitaillement en vivres qui viennent de 600 km de là, d'Ilebo. Mais la question que vous me posez, devant cette catastrophe
qui s'est passé au Kasaï, est-ce que la gestion du gouvernement a été efficiente? Moi, je pense. Ce gouvernement est à la hauteur lorsque vous écoutez Mme Bazaïba? La seule chose. Et la manière dont le dossier est géré jusque maintenant, on parle de Chikapa avec l'exploitation ou le traitement du diamant qui serait donc à la base de ces produits qui a pollué les deux rivières. Est-ce qu'ils sont à la hauteur, ces warriors? La seule chose sur laquelle ils sont à la hauteur, permettez-moi de le dire, c'est la communication. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est ce que moi j'appellerais donner l'impression qu'on fait quelque chose alors qu'en réalité on ne fait rien. Quand est-ce que Mme Bazaïba et les autres ministres vont au Kasaï? C'est un mois plus tard, alors que l'alerte avait déjà été lancée. C'est seulement un mois plus tard qu'ils se réveillent et qu'ils disent « mais tiens, il faut qu'on fasse quelque chose ». Mais entre-temps, on déplore des morts, c'est 5000 cas de diarrhée signalés, des irritations de la peau, etc. Et lorsqu'ils vont au Kasaï, excusez-moi, mais c'est pour se faire filmer et pour montrer les images qu'on est en train de faire quelque chose. Parce que sur terrain, lorsque vous parlez avec ceux qui sont sur terrain, il n'y a aucune assistance qui est apportée aux populations, d'abord en termes de vivres, parce que tous les poissons, vous dites beaucoup de poissons, mais ceux qui sont là disent que tous les poissons, en tout cas dans ce tronçon-là de la rivière Kasaï, sont morts. Pourtant, toutes les populations riveraines qui vivent de la pêche sont privées de vivre. Qu'on nous dise, qu'est-ce que le gouvernement a fait de manière concrète pour ravitailler en vivres? On entend peut-être certaines organisations internationales qui apportent des kits médicamenteux, pendant que notre ministère de la Santé, lui, promet des kits médicamenteux qui ne sont pas encore arrivés. Donc, je pense que globalement, dans un premier temps, la gestion est catastrophique et que ce gouvernement était distrait. Mais le plus grand danger, j'aimerais le dire, il est encore devant nous. Parce que le fleuve, je veux dire, le Kasaï, la rivière Kasaï, est un affluent important du fleuve Congo. Alors, qu'est-ce qui nous dit que dans les prochains jours, ce n'est pas Kinshasa qui sera atteint? Alors, la question que moi j'aimerais poser... Vous êtes médecin. Je suis médecin. Vous avez eu l'information, généralement, le diamant est nettoyé, traité avec de l'acide. Exactement. Alors, les firmes qui exploitent du diamant en Angola, sûrement, ils exploitent un produit toxique. Exactement. Et avec un danger environnemental, un danger sur l'environnement et pour la santé humaine. À ce niveau, l'Ouganda, plutôt l'Angola, n'est pas endosser ses responsabilités. J'en viens par rapport à la responsabilité de l'Angola. Mais vous avez évoqué une question importante parce que les résidus de nettoyage des diamants, il y a parmi ces résidus le nickel, qui est un produit très cancérigène. Donc il y a à long terme un fort risque de cancers qui vont se développer dans toutes ces régions-là. Mais la question qu'il faut poser, parce que nous sommes à Kinshasa et que les Kinois doivent le savoir, qu'est-ce que le gouvernement fait pour prévoir la même catastrophe au travers du fleuve pour Kinshasa? Il n'y a rien qui est prévu. Ce gouvernement est dans la réaction, ni dans l'anticipation, ni dans l'action. Monsieur Yenda, le gouvernement des Warriors, issu de l'union sacrée de la nation, vous suivez, on parle d'une gestion catastrophique. Le seul exploit, selon Mwamba, c'est donc de communiquer dans un décor formidable, avec une approche qui sort de l'ordinaire. Il communique quand même, et au-delà, c'est la gestion catastrophique. C'est un médecin qui parle. Monsieur Yenda. Moi, je pense que... À la défensive ou à l'offensive? Non, nous ne faisons pas la politique forcément à la défensive, parce que la politique que nous faisons aujourd'hui, nous le considérons comme un sacerdoce. Et si nous avions accepté effectivement d'adhérer à la vision du chef de l'État, ce n'était pas pour accompagner les chefs de l'État dans des erreurs. Je vous ai parlé tout au prologue de mon intervention que nous sommes venus pour proposer des nouveaux paradigmes. C'est cela notre cliché positif. Et donc, par rapport à la problématique... Je ne veux pas qu'on reste dans votre Congo positif. Oui. Je voudrais maintenant, au-delà des couleurs, nous examinons, nous analysons un dossier d'actualité, une question sensible, et il s'agit de la vie des Congolais. Tout à fait. Et de notre environnement. Alors, la manière dont le dossier est géré, on peut dire union sacrée avec ces warriors. Bravo. Effectivement, je voudrais d'entre deux jeux extirper un peu cette posture de l'union sacrée.
Ce n'est pas parce qu'on est dans l'union sacrée qu'on doit à tout prix appuyer ou encourager même les actions les plus négatives. C'est comme ça que je suis en train de vous parler d'un sens des responsabilités en tant qu'acteur politique. C'est vrai, j'emboîte les pas à la logique de mon co-débatteur qui a déploré effectivement, oui, la gestion est catastrophique parce qu'il y a de Congolais vous dites la gestion est catastrophique. Non, mais Monsieur Fabien Lumbala, nous avons tous comme dénominateur commun la République démocratique du Congo. Nous avons tous le lien qui s'attache effectivement à ces peuples du Kasaï Chikapa qui aujourd'hui est victime de cette situation la plus malheureuse. Et donc je ne vois pas la raison qui me pousserait effectivement à jouer à la défensive simplement parce que j'appartiens à un camp politique X ou Y. Nous, ce que nous pouvons dire en tant que parti politique, nous lançons une alerte d'alarme et nous demandons effectivement au gouvernement de pouvoir prendre de mesures sérieuses pour décompter cette situation. Quelle mesure, par exemple? Non, mais vous savez, proposez quoi? Il y a tout un département du gouvernement. Il y a le ministère de l'Environnement qui devra s'appuyer. Il y a le président de la République en tant que commanditaire de l'État qui doit s'appuyer sur cette question. D'abord parce qu'il y a le cas de mort. Qu'est-ce que nous faisons? Mais il y a un chef du gouvernement, le Premier ministre. Mais justement, le chef du gouvernement, c'est à lui la plus grande responsabilité pour pouvoir apporter les solutions idoines par rapport à la population du Kasaï qui est aujourd'hui victime de ces drames, victime de cette catastrophe, je dirais catastrophe la plus suicidaire parce qu'il y a autant de morts, il y a autant de victimes et nous craignons d'ailleurs, comme l'a dit mon co-débatteur, que cette situation affecte la partie Kinshasa parce que vous savez, l'affluent rivière Kasaï se joint aussi à la grande partie du fleuve Congo qui va vers Kinshasa. Et c'est cela le plus grand danger et nous pensons que le gouvernement doit travailler d'arrache-pied pour apporter des solutions. Il est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? L'ami a parlé de la communication. La communication n'est pas... partie angolaise. Non mais vous savez quand il s'agit... Ça c'est la gestion des conséquences au niveau du pays. Mais en amont, l'Angola, parce que ces rivières tirent leur source d'Angola justement, on parle d'un produit cancérogène qui est utilisé dans le traitement du diamant au niveau de l'Angola. Alors, il faut laisser, parce qu'on est en très bon terme avec l'Angola, laisser les choses aller comme ça. Moi, je pense qu'en matière de souveraineté, la République démocratique du Congo ne peut pas être passif. Lorsqu'on se rend compte qu'un État, comme vous citez le cas de l'Angola, semble être auteur de ces drames qui a touché la plupart de nos populations du Kasaï. Je crois que sur le plan des responsabilités, il faudrait, ça prend du temps parce que la République démocratique du Congo devra mener des enquêtes nécessaires effectivement à travers un accompagnement de justice internationale pour voir effectivement si on peut endosser la responsabilité sur le dos de l'Angola. Et je peux vous rassurer que, vous savez, au-delà de la sphère nationale, il y a la dimension internationale, il y a des partisans de droits et libertés fondamentaux des citoyens, il y a des structures de droits de l'homme, il y a des ONG qui travaillent effectivement en termes d'enquête pour voir comment on peut endosser la responsabilité. Les experts, Madame Bazaïba était précédée par des experts dans le Kasaï, donc la province du Kasaï, parce qu'on a beaucoup de fragmentés, beaucoup de provinces, mais sans ressources, une parenthèse. Et puis, il y a eu, au-delà des... Même Mme Bazaïba s'est fait accompagner également des experts. Qu'est-ce que l'échantillon amené à Kinshasa ça a donné dans les laboratoires scientifiques? On sent un flou artistique. C'est cela. En fait, je crois que mon ami a mis un accent par rapport à la communication, même s'il a argumenté beaucoup plus dans un sens le plus négatif possible. Mais la communication, elle n'est pas du tout mauvaise, parce que le gouvernement aujourd'hui est tenu à un devoir de redevabilité, rendre le compte à chaque situation qui préoccupe la population congolaise. Mais je crois que vous avez même exprimé votre souci par rapport à ce flou qui traîne encore dans cette situation du Kasaï. Et nous voulons que le gouvernement essaye de dire avec une certaine assurance la vraie réalité qui se passe dans le Kasaï Chikapa pour rassurer aux Congolais. Et aussi, il faudrait savoir que nous, la population, nous n'avons pas besoin seulement d'une communication dépourvue d'un contenu aussi réel, nous avons besoin de solutions et c'est par la solution qu'on peut effectivement dire qu'il s'agit d'un gouvernement de warriors, un gouvernement des guerriers, parce que le gouvernement des guerriers est celui qui apporte de vraies solutions aux problèmes des Congolais. Alors on sent que même si on est au-delà des couleurs politiques, Congo positif,
n'a pas levé totalement son pied du FCC. Peut-être que ça va venir progressivement. Alors, Monsieur Mwamba, nous allons passer à une autre question d'actualité. Permettez quand même que je revienne sur... vous avez des propositions à faire, au-delà de votre critique acerbe, de votre diatribe. Vous parlez d'une gestion chaotique, mais dites-nous quelles sont les propositions concrètes que formulez à Madame Bazaïba et à tout le gouvernement de Samalou Kondé, parce que cette affaire, c'est quand même c'est grave ce qui se passe. C'est très grave, c'est un drame. Et nous craignons, parce que déjà, selon les dernières informations, les provinces du Maï-Ndombe seraient déjà atteintes, parce que le fleuve Congo, alors je vais dire, la rivière Kasaï, elle passe par là avant de se jeter dans le fleuve Congo. Donc c'est très important, il faut absolument que cette affaire puisse être prise au sérieux, parce que la ville de Kinshasa elle-même, elle est menacée avec tout le drame que cela peut provoquer. Permettez quand même que je revienne sur la responsabilité de l'Angola, parce que c'est quand même une société minière là-bas, je crois la Kato Mining Company qui a causé ce drame-là. J'ai suivi Mme Bazaïba qui évoquait ce fameux principe de pollueur-payeur. Mais le problème, c'est que c'est un principe qui est énoncé. Elle a elle-même dit que nous n'avons pas ratifié plusieurs textes de loi qui pouvaient nous permettre de réclamer justice et réparation. Ce que nous proposons d'abord au centre, c'est qu'il faut qu'il y ait, par rapport à cette question-là, une enquête pour déterminer les responsabilités. Ça, c'est la première chose. Et malheureusement, sont allés à Chikapa, ils étaient en tourisme. Une enquête mixte, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois des experts congolais et angolais pour que les résultats de l'enquête ne soient pas rejetés par un camp ou l'autre. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, après, il faut compléter notre arsenal juridique. Parce que ce fameux principe de pollueur-payeur qui veut que celui qui pollue, l'entreprise qui pollue, puisse payer pour la lutte contre la pollution, nous n'avons pas les moyens juridiques de sa mise en œuvre. C'est ça le vrai problème. Même si nous pouvons le brandir, même si nous pouvons réclamer justice, mais ça ne seront que des arrangements avec cette société-là ou avec la République d'Angola. Il n'y aura pas un arsenal juridique coercitif qui permette à ce que ces populations-là soient remises dans leur... En tout cas, que la République puisse être mise dans ses droits. Donc, ce que nous attendons de ce gouvernement, c'est une proposition d'un arsenal juridique qui permette à ce que nous profitions de ce principe pollueur-payeur. C'est la dernière proposition. Voilà. Vous en avez une autre. Voilà, ce sont les deux propositions. Au niveau justement de l'Angola. Alors, un complément où on aborde carrément le dossier en rapport avec la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. La commission paritaire de l'Assemblée nationale a donc fait révéler son rapport et on attend d'ici quelques jours déjà la rentrée parlementaire pour la session ordinaire de septembre. Je voudrais que vous commenciez ce sujet. Manix Ienda, l'Assemblée nationale jouera un rôle de sapeur-pompier ou tout simplement un rôle de pyromane. L'Assemblée nationale est une institution à vocation démocratique. C'est un temple de la démocratie. Le rôle qu'elle peut jouer, c'est de rester d'abord essentiellement attachée aux conditions impératives posées par le texte de la République et de surcroît la constitution de notre pays. Vous savez, ces problèmes des élections en RTC, c'est vrai que c'est un problème qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, mais je crois que les acteurs politiques perçoivent un peu ces problèmes avec beaucoup de légèreté, tout en sachant que nous parlons parce que nous voulons tirer à tout prix le drap de notre côté en tant que parti politique. Mais écoutez, monsieur Fabien Lumbala, moi je l'ai toujours dit et je continue à le dire. Le plus grand problème aujourd'hui se pose au niveau des caprices exprimés par les confessions religieuses. Parce que c'est les confessions religieuses qui sont pratiquement partie prenante et qui doivent nous apporter effectivement des solutions pour avoir un président de la CENI responsable et capable d'organiser les vraies élections selon les attentes de toute la population congolaise. Il s'agit des élections crédibles, transparentes, participatives, etc. Mais regardons l'attitude des confessions religieuses face aux exigences posées par la charte qui les régule en tant qu'organe qui doit participer dans
le processus électoral, qui doit participer comme arbitre dans la compétition électorale qui regroupe les acteurs politiques de toutes tendances confondues. Il s'agit d'une attitude d'irresponsabilité face effectivement aux besoins de la République. Irresponsabilité de la part des confessions religieuses. C'est ce que nous déplorons en tant que parti politique. Parce que quand vous regardez même dans la charte qui est censée réguler cet organe, la confession religieuse, vous allez vous rendre compte qu'il y a autant de valeurs prônées dans l'article 8 de leur charte. On parle de l'intégrité, on parle de la démocratie, on parle de l'honnêteté, on parle de la réconciliation, on parle d'autant des valeurs que le prélat, berger, pasteur devraient effectivement ancrer dans leur comportement en tant que responsable des églises. Vous êtes en train de moraliser la composante confession religieuse, en général la société civile. Maintenant, nous allons à la praxis. L'Assemblée nationale, vous avez suivi, le rapport paritaire a été donc déjà rendu public. Quoi de plus normal. Et puis, maintenant, le bureau Mbosso et la plénière, ça sera pour dire on avance le train des élections en marche, ou tout simplement retour, une marche en arrière pour pouvoir remettre le compteur à zéro dans ce processus afin d'avoir un peu plus de consensus. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Assemblée nationale devra rester légaliste. Attention, l'Assemblée nationale... Quoi? Ça signifie l'Assemblée nationale, dans tout acte qu'elle prendra, en tant qu'organe censé promouvoir les valeurs démocratiques dans notre pays, doit rester dans le respect absolu de texte de la République. Si l'Assemblée nationale a créé une commission spéciale qu'on appelle aujourd'hui la commission paritaire pour travailler effectivement sur ce dossier, mais quel est le rôle de la commission paritaire? N'est-ce pas celui de voir si les règles établies sont respectées par les confessions religieuses? Et l'Assemblée nationale, sur ce point-là, n'aura qu'à exercer son pouvoir d'entérinement par rapport au rapport qui lui a été proposé par la commission paritaire. Et je pense que la commission paritaire a tranché tout en tenant compte d'un certain nombre de dispositions prévues et dans la charte, mais aussi de la loi organique qui organise la CENI. C'est cela la plus grande problématique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'organe confession religieuse, vous allez vous rendre compte que les gens sont divisés, non pas par rapport aux prescrits de la loi, mais par rapport aux caprices de tout un chacun. Et vous savez que lorsqu'il y a des égos qui divisent les uns tout comme les autres, c'est la loi qui doit nous départager. Et c'est comme ça que nous, en tant que parti politique Congo Positif, nous appelons au bon sens les confessions religieuses à pouvoir rester sur le prescrit de la charte, le prescrit de la loi. C'est par là que nous allons effectivement bâtir une démocratie de qualité reposant sur les valeurs légales, les valeurs des textes et de surcroît les valeurs constitutionnelles. Rodrigue Mwamba, c'est votre tour maintenant. Une Assemblée nationale légaliste, c'est-à-dire valider le PV ou le PV de 6 confessions religieuses et éventuellement entériner le choix de Denis Kadima à la tête de la CENI. Non, mais c'est regrettable parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale témoigne justement de l'inutilité de cette grosse mosaïque d'opportunistes qu'on appelle l'Union sacrée, qui visiblement ne sert même pas les intérêts stratégiques du président de la République lui-même. Parce que lorsque mon condébatteur parle de l'égalité, mais la l'égalité, parlons-en. Cette fameuse commission qu'on dit paritaire, elle a été formée sur quelle base? Allons-y, on a suivi un député, tous on l'a suivi, dire que cette commission, qui soi-disant est paritaire, est composée de 13 membres de la majorité et 6 ou 7 de l'opposition. Une commission paritaire qui fait la promotion de l'impartialité, alors que les membres devaient être, égaux. Il y aurait eu un nombre égal des membres entre l'opposition et la majorité. Ça, c'est la première chose. Une petite parenthèse, je ne vous coupe pas la parole. Le centre, c'est juste le nom d'un parti où vous êtes réellement centriste. Le centre, comme le nom, dénomination d'un parti, où vous êtes réellement au centre, tout en restant au FCC. Merci de me donner cette occasion, parce que je l'attendais. Il faut à la fois expliquer à ceux qui nous suivent, pour qu'ils comprennent. C'est à tort qu'on a toujours pensé que le centre, c'était le centre de tous les partis politiques. Qu'on ne devrait pas avoir de coloration, qu'on devrait être le centre géométrique des autres. Non, le centre, c'est une idéologie. L'idéologie centriste, en peu de mots, c'est la quête permanente. Alors, c'est pas le centre devant tous les problèmes, pas du tout. Voilà. Ni géométrique, je veux dire.
Donc, le centre, c'est une idéologie qui, pour nous, il faut, devant tout problème de la société, chercher le consensus le plus large possible. Et le centre, comme partout ailleurs où il existe le centre dans le monde, on peut faire des alliances avec des partis politiques. Voilà, on revient au sujet. Donc, déjà, la constitution même de cette fameuse commission paritaire est illégale. Ça, c'est la première chose. Elle est illégale. Pourquoi ? Je l'ai déjà dit, elle n'est pas du tout paritaire, parce qu'il y a plus de gens de la majorité que de gens de l'opposition. Deuxièmement, quand est-ce qu'elle est formée, cette commission paritaire ? Elle est formée selon la loi, la même loi que nous récusons, la loi organique organisant la CENI, qui dit que cette commission est mise en place lorsque les procès-verbaux, n'est-ce pas, des désignations des membres de la CENI leur parviennent. À ce jour-ci, nous contestons qu'il y ait eu, en tout cas, le procès-verbal des confessions religieuses, parce que c'est une partie, parce qu'il y a eu 2 procès-verbaux, un procès-verbal qui signé par les 8 confessions religieuses, qui faisait état qui n'ont pas trouvé de consensus, et un autre partiel de 6 confessions religieuses qui faisait état du nom d'un candidat, contre lequel d'ailleurs nous ne reprochons rien. Ça, c'est la première chose. Mais il y a l'opposition. Le FCC et la Mouka n'ont pas envoyé les procès-verbaux. Même ensemble qui, pratiquement, dans leur propre majorité, auraient dû envoyer des gens, a refusé de déléguer des gens. Au nom de quoi, légalement, cette commission est-elle constituée? Premièrement, elle est elle-même totalement illégale. Et toutes les résolutions qu'elle prendra seront tout à fait illégaux. Mais c'est ça la caractéristique de ce régime de l'Union sacrée. C'est de marcher sur les lois de la République, c'est de marcher sur la Constitution. Parce que finalement, le but qui est poursuivi, et ça les Congolais doivent le savoir, l'enjeu qu'il y a ici, c'est la transparence des élections de 2023. Ce que nous disons, ce n'est pas pour bloquer la machine, mais ce que nous disons, c'est que l'enjeu principal qu'il y a en 2023, ce n'est pas l'alternance, on l'a déjà vécu. Vous cherchez un ange quand même. L'enjeu principal. Vous cherchez un ange à la tête de la CENI. Pas un ange, mais des garde-fous. Quand vous séchez pas un ange. La politique de la chaise vide, il ne s'agit pas. Est-ce que ça va vous profiter? Il ne s'agit pas des personnes. Il ne s'agit nullement des personnes. Moi, je l'ai dit, M. Kadima, on n'a rien contre lui. Son CV est éloquent. Mais le problème, c'est le consensus autour de cette personne. Lorsqu'il y a des soupçons, qu'il y aurait des menaces, qu'il y aurait une intervention du pouvoir pour pouvoir désigner M. Kadima comme président de la CENI, c'est à prendre au sérieux. Et ce que nous demandons, et ça c'est un appel que nous lançons au chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il ne faudrait pas du tout laisser la République aller dans cette sorte de passage en force que veut faire l'Union sacrée. Le Congo et les élections sont un moment extrêmement important, mais aussi un moment d'acutisation de tous les foyers de tension dormants que nous avons dans ce pays. Il faudrait que nous les abordions dans un climat apaisé. Pour les aborder dans un climat apaisé, tout le monde doit voir dans la même direction. Manix. Écoutez, monsieur Fabien Lombala, vous allez ramasser toutes les préoccupations qu'il a soulevées. Oui, je reviens sur certaines incongruités que j'ai entendues. Malheureusement, je comprends. Mon ami, il s'est présenté comme un médecin, mais malheureusement, il veut prendre le luxe de nager dans un bain qui nécessite effectivement de la lecture, de gens qui savent interpréter les dispositions de nos textes, les dispositions légales et de surcroît les dispositions de la Constitution. J'ai lui entendu, il dit que la commission paritaire a été constituée sur base de l'illégalité et il a poussé son argumentaire. Écoutez, mon frère, va lire la loi qui organise la CENI. D'abord, je vous informe que cette loi a une nature organique, c'est une loi organique. Et en droit constitutionnel, lorsqu'on parle d'une loi organique, il s'agit d'un texte qui, d'abord, est soumis par un contrôle de constitutionnalité a priori. Ce qui veut dire que cette loi ne peut pas être mise en œuvre sans qu'il passe par un contrôle de juge de la Cour constitutionnelle. Qui dit la loi organique sur la CENI, c'est ce qui est dit dans la Constitution. Ça, c'est d'abord au niveau de l'esprit constitutionnel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, parce qu'on parle d'une loi qui a subi toutes les démarches législatives possibles. La loi qui est d'abord venue sur base d'une proposition ou un projet de loi, ça dépend de sa source des provenances. La loi a été débattue au niveau du Parlement par le camp de la majorité et le camp de l'opposition. La loi a été adoptée au regard du principe de la majorité absolue au niveau du Parlement. La loi a été promulguée par le président de la République et la loi a été contrôlée par la Cour constitutionnelle. Et la loi, enfin, a été publiée par le journal officiel pour être finalement opposable à tous. Mais voilà, il y a des gens qui se réveillent un matin
avec une certaine crise d'épilepsie intellectuelle pour dire, ben voilà, nous allons récuser la loi parce qu'on n'est pas d'accord Éviter les à la mots loi. forts. Ça, c'est la première des choses. Non, c'est quand même très important. C'est pas quand même éviter les mots forts. Oui, je le ferai, je le ferai, il n'y a pas de problème. Je le ferai. Mais c'est pas quand même élégant quand on voit quelqu'un, un acteur politique, un jeune que je respecte, surtout en ce qui concerne sa dextérité intellectuelle, d'aborder sur le question de l'État, venir traiter d'illégal une loi qui a été rendue possible par les initiatives, par les actes de parlementaires. Ça, ce n'est pas quand même responsable. La deuxième de choses, mon ami, il me dit, il a entendu. S'il vous plaît, je voudrais mettre un accent très important. La commission sacrée va continuer à marcher sur les lois de la République. Ça, ce n'est pas un aspect important, M. Fabien Lumbala. Ça, ce n'est qu'un discours. Il dit un discours qui relève de sa posture en tant que parti. L'Assemblée nationale où le Parlement semble amener le peuple congolais dans une sorte de forcing. Ça, c'est un discours générique, on est habitué à cela. Il suffit encore de prouver aux Congolais, effectivement, que le Parlement a opté pour le chemin du forcing. Il parle de la commission paritaire en termes de normes. Mon cher ami, va lire la loi sur la CENI. Lorsqu'on parle de la commission paritaire, ce n'est pas par rapport au nombre égal. Cette parité, le concept, non, c'est par rapport à l'opposition et la majorité qui doit... Oh, mais effectivement, va lire la loi. C'est là que je vous attendais, mais écoutez, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Écoutez, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, je suis très élégant. Je ne verserai jamais dans les considérations de caniveau. Je ne suis pas dans les subtilités de la loi. Je n'ai même pas dit que la loi elle était anticonstitutionnelle, qu'elle n'a pas subi tout le beaucoup. Non mais effectivement, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas récuser la loi qui a été valablement admise. S'il vous plaît. Et qui a subi toutes les démarches législatives. Il réagit rapidement. Il m'a ravi la parole. C'est moi qui prenais la parole. Il réagit rapidement. Ok, d'accord. Je le conseille. Je n'ai jamais fait une critique de forme sur la loi. La loi, qu'elle soit constitutionnelle ou pas, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ceci. Oui. Et je me suis basé sur deux éléments. Oui. Que la constitution de la commission paritaire était illégale. Je n'ai pas dit que la loi n'était pas illégale, comme vous avez dit, je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai dit que la constitution de la commission était illégale. Et vous vous basez sur base de quel texte? S'il vous plaît. Finir. Qu'il donne quand même des dispositions, c'est pas quand même normal. C'est l'article 12 de la loi organique. C'est l'article 12 vérifié. Si vous ne connaissez pas, je vous apporte l'information, monsieur le juriste. Maintenant, cette loi-là, elle est claire. Elle dit que lorsque les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI arrivent, c'est à partir de ce moment-là qu'une commission paritaire, et c'est clair, ce sont les députés qui le définissent, une commission paritaire, c'est une commission où il y a un nombre égal de représentants et de la majorité et de l'opposition. Si vous voulez faire du néologisme dans ce domaine-là, publiez. Maintenant, c'est ce que je dis. Donc il y a ce niveau-là. Elle viole la loi à ce niveau-là. Deuxièmement, c'est qu'elle n'a pas reçu les procès-verbaux. Pourquoi cette commission est mise en place avant la réception des procès-verbaux? C'est ça le deuxième élément. Pour moi, j'estime, elle a violé la loi. Maintenant, lorsque vous me parlez de tout ce beau cours de droit que vous faites, moi, je ne suis pas dans la subtilité de la loi. Moi, je suis dans les faits. C'est sur les faits que nous discutons. Réagissez par rapport à ça. Merci, M. Momba. Monsieur Yenda, est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'au niveau de la composition de cette commission paritaire, il y a eu on a énervé la loi parce qu'il dit que l'opposition ne s'est pas retrouvée dans cette commission. Non, mais pas du tout, M. Fabien Lumbala. Comment être d'accord avec quelqu'un qui s'inscrit dans une autre logique que celle prévue par la loi? Il a évoqué le cas de l'article 12 de la loi organique qui organise la CENI. Mais, mon frère, va quand même lire cette loi. Je l'ai lu. Mais effectivement. S'il vous plaît. Oui. Mais quand vous lisez la loi, ne prenez surtout pas le risque d'interpréter la loi par rapport à votre capacité de comprendre le français. La loi parle, quand on parle, mais allez même interroger aux députés nationaux. Je les ai interrogés. S'il vous plaît. Mais j'ai l'impression que mon ami Monsieur Yenda, continuez. Mon ami, ses filles, effectivement, oui, je continue. Mon ami, ses filles, ils fondent sa conviction politique par rapport aux lésandis de certains acteurs politiques. Je suis politique et nous devons assumer ce que nous disons par rapport à comment nous devons édifier notre peuple. Lorsqu'on parle de la commission paritaire, ce n'est pas par rapport au nombre, cher ami. C'est par rapport aux deux regroupements. Aux deux regroupements considérés comme organes, membres au sein de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la majorité et il s'agit de l'opposition. Ça, c'est un aspect. Par rapport au regroupement opposition. Est-ce que l'opposition a fait partie de la commission? Non, mais il s'agit de quelle opposition? Vous savez que dans notre pays, l'opposition est une réalité plurielle.
Ah oui? Monsieur, c'est pas non, mais vrai. S'il effectivement, vous oh là plaît, là. monsieur Mwamba, attendez votre tour. L'opposition est une réalité plurielle dans la mesure où l'opposition regroupe autant de partis politiques, autant d'acteurs politiques qui se reconnaissent comme membres au sein de l'opposition. Mais il s'agit de qui devrait faire partie de cette commission paritaire. Est-ce d'une opposition qui se reconnaît pas comme une opposition républicaine, qui dit opposition républicaine, c'est-à-dire une opposition qui reste respectueuse par rapport aux dispositions de la loi, ou encore une opposition qui se reconnaît en tant que résistante contre toutes les décisions et dispositions prévues par nos lois et la Constitution de la République. Ça, c'est un problème. C'est comme ça que je vois Martin Fayulu comme quelqu'un qui déjà s'écarte du jeu démocratique, du jeu de la CENI, parce que lui ne se reconnaît pas comme un opposant républicain et plutôt un simple résistant. Deuxièmement, il s'agit de quelle opposition qui prendra part à cette commission parlementaire aussi longtemps que le Front commun pour le Congo a lancé son communiqué officiel qu'il n'enverra pas ses délégués pour faire partie justement de cette commission électorale nationale indépendante. Et donc, aujourd'hui, on constate que dans cette commission, oui, l'absence est déjà consommée, en même temps de la Mouka, de l'ESID, Martin Fayulu, Adolphe Mozitou, et en même temps de Joseph Kabila avec son camp, du Front commun pour le Congo. Et donc, s'il faudrait tenir compte de cette opposition qui va composer effectivement la commission paritaire, c'est cette opposition qui viendra manifestement avec son engagement et qui va nous le dire, ce sont justement les gens qui composent la direction de cette commission paritaire et on va constater effectivement la présence d'un certain nombre d'opposants dans cette commission et les rapports qui sera lu et présenté dans le bureau de l'Assemblée nationale, c'est ce rapport qui sera validé parce qu'on constate que l'opposition a bien pris part dans cette commission paritaire. Merci, M. Yenda. M. Mwamba, dites-nous, le président de la République n'a pas reçu catholiques et protestants. Dernièrement, les laïcs catholiques ont même agité une menace pour se retirer du processus. À l'Assemblée nationale, on semble être dans un schéma de non-retour. Les orthodoxes, sauf changement des dernières minutes, ce week-end ou la semaine prochaine, pourront également se prononcer sur le cas Ansapou, Paul, parce que c'est leur candidat. En Kamba, le chef spirituel de l'église kimbangiste s'est déjà prononcé, et sans embâche, Kadima dénie et le choix des kimbangistes et même de 5 confessions religieuses. Ça fait au total 6. Nous allons dans quel schéma? Si, à l'Assemblée nationale, c'est donc le train en marche. On n'attend pas des gens dans une gare centrale. Alors dites-nous, vous allez être absent à ce processus électoral ou vous allez joindre ce processus en cours, moyennant des négociations? D'abord, quittons la politique politicienne, où il faut à coûte que coûte défendre son camp. Je viens de vous poser quelques préoccupations. Moi, ce que je préfère, je vais répondre très clairement à ces questions. D'abord, il n'a jamais été question pour le FCC de ne pas participer au processus électoral. Ça, c'est la première chose. Mais je crois que l'opinion retiendra que jamais, dans l'histoire de ce pays, le processus de désignation des membres de la CENI n'a été incomplet. Jamais. Depuis la CEI jusqu'à la transformation de la CENI en 2011, puis en 2018, jamais ce que nous connaissons aujourd'hui n'a jamais été connu, où nous avons des délégués de la CENI qui sont manquants. Je mets mon co-débatteur au défi, qu'il m'en donne l'exemple. Il n'y en a pas. Ça, c'est la première chose. Cela témoigne tout simplement, je le dis ici, que c'est la volonté de cette union sacrée qui, de notre avis, nous avons l'impression qu'ils ont déjà inféodé la Cour constitutionnelle et qu'il est important, nous ne comprenons pas leur précipitation. Nous sommes à près de 30 mois des élections de 2023. Je rappelle ici, parce qu'ils brandissent l'argument de temps, pour justifier leur précipitation. Mais nous leur disons, le pasteur Ngoyi Mulunda, il a organisé les élections en 2011. En 8 mois, on en a encore près de 30. Pourquoi cette précipitation? Mais l'objectif est simple, et ça les Congolais doivent le savoir. C'est l'inféodation de la CENI. C'est ce que nous disons. Nous ne voulons pas d'une CENI, ou bien aller aux élections, avec un camp politique qui considère que ce pouvoir-là, c'est pour lui. Non, monsieur. Le pouvoir, il est le pouvoir du peuple. Et ce que nous voulons, c'est que si le Congolais, en 2023, décide qu'il vous retire ce pouvoir, que la personne qui sera à la tête de la CENI puisse proclamer les vrais résultats.
Nous ne voulons pas des résultats où on vous dit les résultats bureau de vote n'existent pas. Allez, il n'y a rien à voir circuler. Où on vous dit, bon, c'est les résultats des flash disques, alors que le scrutin était censé ne pas être électronique. Il n'y a rien à voir circuler. Non, monsieur. Nous voulons la transparence en 2023. Même si nous perdons les élections, mais nous devons les perdre avec le sentiment de les avoir réellement perdues. Nous ne voulons pas les perdre parce qu'il y a des gens au pouvoir qui ont hypothéqué la CENI et le vote du peuple. C'est ça notre position. C'est pourquoi ce que nous disons, le président de la République, c'est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Et c'est à ce titre-là qu'à la même période de l'année passée, il a refusé d'entériner dans les mêmes conditions Ronsard Malonda, qui était aussi choisi par les 6 confessions religieuses. J'aimerais bien qu'ils disent que c'était bien et qu'à l'époque, il fallait que le chef de l'État puisse nommer Ronsard Malonda, parce que c'est les mêmes conditions. Les mêmes 6 confessions religieuses avaient signé un procès verbal qu'ils avaient déposé à l'Assemblée nationale et il n'est resté qu'au président de la République de nommer Ronsard Malonda. Cela n'était pas fait parce qu'il y avait justement à l'époque une contestation des mêmes confessions religieuses contestataires aujourd'hui, l'Église catholique et les CC. Alors, maintenant dites-moi, dans les mêmes conditions, si le chef de l'État laisse passer cela, qu'est-ce que le peuple doit en juger? Voilà, c'est ça la vraie question. Et c'est pourquoi nous appelons le chef de l'État à prendre la mesure de la question et de prendre des décisions dans le sens d'unir et de converger les vues des uns et des autres. Alors, parmi vos conditions, c'est nous, ce que Malonda, c'est retour au schéma Malonda, nous, ce que nous disons, mais pas Kadima. Nous, ce que nous disons qu'il faut, non, on n'est pas, j'insiste, il faut voir le zèle avec lequel ils défendent ce Kadima. Nous, non, mais moi je ne défends pas Kadima. S'il vous plaît. Lorsqu'on parlait de Ronsard Malonda, nous avions dit que nous n'étions pas, en tout cas, c'est concerné. C'était l'affaire des confessions religieuses. Mais il faut voir la ardeur avec laquelle aujourd'hui l'Union sacrée défend Kadima. Nous ne sommes pas dans la défense ou en train de refuser ou de récuser les qualités de M. Kadima. Nous ne sommes pas là. Nous parlons des bases, des principes qui doivent être plutôt consensuels. Parce que c'est un jeu, les élections. Et l'arbitre doit être neutre. Ce qui a manqué à la composante de confession religieuse, c'est les consensus ou l'unanimité. Ce que nous disons, c'est qu'il faut... écoutez, moi, je ne vais pas vraiment donner des leçons aux confessions religieuses. Je crois que tout ce qui a les dénonciations des uns et des autres sont éloquents. Il y en a qui disent que les catholiques et les autres sont dans la démarche de défense de la Mouka. Les autres disent que c'est le pouvoir qui instrumentalise les 6 autres. Ben, écoutez, il y a suffisamment de matière pour que nous puissions voir qu'il y a un ça ne va pas et qu'il faille plutôt converger, non pas vers un forcing, mais vers un consensus. Alors, 1 minute, je vois que vous avez une réaction avant d'aborder notre dernière thématique. Nous allons à Ituri, nous allons au Nord Kivu pour parler de l'évaluation de cet état de siège. Beaucoup d'auditions, mais bien avant, Yenda. Merci beaucoup, M. Fabien Lumbala, parce que vous m'avez quand même permis à élaguer quelques malentendus que je viens de noter tout de suite, venant de mon co-débatteur, qui a parlé de l'inféodation de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas par qui, par l'Union sacrée, par le président de la République ou par le gouvernement en place. Je ne voudrais pas qu'on fasse la politique à la maternelle où nous avions bloqué des termes et on veut à tout prix le brandir comme s'il s'agit des arguments le plus convaincants. Deuxièmement, il a parlé même de scrutin électronique, etc. Il a parlé de beaucoup de choses. Écoutez, mon ami, vous savez, le processus électoral dans chaque pays a des dimensions. Ce qui est encore beaucoup plus étonnant est que la première dimension du processus électoral consiste justement à la composition de la CENI, parce qu'on ne peut pas parler du processus électoral sans le président de la CENI, sans le membre du bureau de la CENI. Et à ce niveau-là, surtout que cet apanage est reconnu à l'exclusivité de la compétence des confessions religieuses, et les confessions religieuses n'arrivent pas à respecter la portée de l'article 17 de leur charte, qui parle de 2 possibilités. La première possibilité, il s'agit du consensus. Oui, effectivement, s'il n'y a pas consensus, la charte donne, et voire même la loi sur la CENI, donne la possibilité d'aller au vote. Vous savez, le plus grand problème de l'Église catholique et les CC, c'est ce que je considère même de la rébellion électorale, ce sont des gens qui se sont décidés de plein gré à violer la charte, à violer la loi sur la CENI. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la règle de la majorité absolue n'est pas à leur faveur. Parce que même si nous allons au consensus, parce que qui dit consensus dit simplement l'accord des volontés d'une
majorité des personnes dans un groupe qui votent sur une décision ou sur un individu X ou Y. Ils savent, même si nous allons vers le consensus, même si nous allons vers le vote, eh ben, cette loi de la majorité absolue sera à leur défaveur. C'est comme ça qu'ils cherchent à trouver un autre moyen que celui de la charte, que celui de la loi sur la CENI, que de rapprocher le président de la République, alors que le président de la République que vous citez, parce que, attention, il ne faudrait pas confondre le président de la République à celui du statut d'un chef de l'État. Le président de la République en tant qu'institution est limité, mais serait-ce que par le principe des séparations de pouvoir. Et à ce niveau-là, le président de la République nomme le président de la CENI sur base d'une ordonnance qui entérine simplement, ou qui investit après l'entérinement de l'Assemblée nationale. Et donc, il ne faudrait pas, à ces stades ici, inviter le président de la République à réagir en tant que régulateur, dans sa qualité des garants de bon fonctionnement des institutions de la République, dans un contexte où les confessions religieuses doivent trouver des solutions idoines entre eux. Et deuxièmement, il a parlé de scrutin électronique, j'ai entendu. C'est comme ça que j'ai dit, la réalité électorale, attention mon cher ami, c'est une réalité qui demande quand même une certaine intelligence politique le plus avérée pour effectivement savoir comment aborder cette question. Martin Fayulu, lorsqu'il s'est retrouvé devant le juge dont vous avez cité, que vous récusez, que vous considérez même d'inféodé au pouvoir de l'Union sacrée aujourd'hui, lorsque Martin Fayulu a brandi les câbles ISB, les captures de photos téléphoniques parce qu'ils avaient utilisé les smartphones lors des élections de 2018, mais quelle a été la réaction du juge? Le juge de la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne les contentieux électoraux, s'il vous plaît, il n'est pas juge des captures, il n'est pas juge de la légalité. Encore chose grave, il n'est même pas juge de la constitutionnalité, il est juge des sincérités. Et qui dit sincérité? La sincérité atteste ou s'atteste à travers l'authenticité des procès-verbaux réels et dûment signés par la Commission électorale nationale indépendante. Et de surcroît, lorsqu'on parle des élections, il est vrai qu'on parle du contentieux électoral, et lorsqu'on parle du contentieux électoral, on parle de la preuve. Mais non, quel est le droit positif de la preuve par rapport au système électronique, par rapport au scrutin électronique? Attention, notre droit positif congolais ne reconnaît pas la preuve électronique pour effectivement pousser le juge à attester l'authenticité de ces captures photos ou encore d'un câble ISB. C'est comme ça que le juge avait rappelé M. Martin Fayulu à la légalité et au respect de jeux démocratiques tels que prescrits par non seulement la constitution de notre pays, mais aussi par le droit constitutionnel. Vous, en tant que politique, vous devez savoir ce chose, parce qu'on ne peut pas faire la politique sans avoir les b.a.-ba du droit électoral, moins encore le principe qui régule l'atmosphère démocratique. C'est quand même très important et ça fait partie de votre profil en tant qu'acteur politique. On aborde cette dernière question. On a auditionné beaucoup des ministres. Oui, même certains mandataires, les officiers supérieurs de l'armée, les forces armées de la RDC, même de la police. Beaucoup d'auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui, mais la situation sur le terrain, au-delà de quelques milices et leurs chefs qui se rendent, les FARDC, oui, la guerre asymétrique fait encore rage sur le terrain. Il y a des morts, des voitures incendiées, il y a encore des Congolais vraiment massacrés. Eh bien, nous sommes devant justement un dilemme. Évaluation, oui, mais pour quel résultat? Est-ce que c'est une évaluation rigoureuse? Vous avez la parole. Merci, je vais en venir, mais je ne peux vraiment pas faire passer. Non, nous sommes déjà au dernier sujet. Donnez-moi 30 secondes. Juste 30 nous sommes secondes. au dernier sujet. Et j'aimerais dire à mon co-débatteur, le rappeler encore à l'élégance, mais surtout lui dire que votre envie de me faire la leçon, malheureusement, vous rend ridicule. Ce que moi j'ai dit, c'est que le scrutin passé en 2018 était censé, lisez la loi électorale, était censé ne pas être électronique. Et le président de la CENI de l'époque nous a présenté des résultats qui étaient issus des clés USB. Et c'est la vérité, tout le monde le connaît, je n'ai jamais parlé à moi de Martin Fayulu, je ne sais pas d'où vous sortez cela. Voilà, c'était ça la précision de taille, et la loi électorale interdisait le vote électronique, du moins pour le scrutin de 2018. Je veux venir à l'état de siège. Moi je dis, c'est notre position au centre, nous ne sommes pas avares des critiques lorsqu'il s'agit de nos forces armées, parce que ce qui se passe à l'Est, c'est un drame de tous les jours,
Et donc, il ne faudrait pas faire de la politique des récupérations et de la politique politicienne ou critiquer pour critiquer. Mais néanmoins, nous sommes des citoyens congolais et nous observons la situation. Partons de l'objectif pour lequel l'état de siège a été décrété, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'était pas de faire comme vous avez annoncé, des redditions des groupes armés. L'objectif principal, c'était de réduire le taux des personnes qui chaque jour sont victimes de ces groupes armés-là. Ceux qui sont tués, ceux qui sont violés et ceux qui sont victimes de toutes les barbaries de tout genre perpétrées par ces groupes armés-là. C'est ça la question. Et si on doit évaluer l'état des sièges sur cette base-là, c'est les chiffres qui doivent parler. Mais les chiffres, eux, ils ne sont pas encourageants. Les chiffres, ils sont clairs. Il y a plus de morts aujourd'hui plus que hier. Les rapports sont accablants. Des ONG qui ne sont même pas démentis par le gouvernement. Ça, sur ce point de vue-là, nous disons qu'il y a du souci. Et nous nous interrogeons sur la pertinence même de l'état de siège. Parce qu'à côté de l'état de siège, c'est la vie administrative ou la vie civile qui est paralysée. L'administration civile est paralysée. Aujourd'hui, la justice civile ne fonctionne pas dans ces régions-là. Même pour avoir un jugement supplétif de changement de nom, c'est extrêmement difficile. La vie est paralysée et nous nous posons des questions. Ce qu'ils aient fait à l'Assemblée nationale, après les auditions, on entend des rapports, on dit, bon, on note qu'il y a une bonne volonté. Mais excusez-moi, ce que les Congolais attendent, c'est des résultats, pas la bonne volonté. Ce que les Congolais attendent, c'est qu'il y ait moins de morts qu'avant, que ces groupes-là soient neutralisés. Il n'y a pas plus tard que 72 ou 48 heures, il y a une localité en Ituri, ou à Béni, je veux dire, qui a été reprise par les ADF, abandonnée par l'armée. Nous ne voulons pas rentrer dans ces critiques-là parce que nous sommes conscients des difficultés que vivent à la fois nos troupes, mais aussi nos populations de l'Est. Mais ce que nous disons, c'est que, encore une fois, trop de communication pour très peu de véritables résultats. Monsieur Yenda, est-ce qu'à votre humble avis, à part les auditions qui se font à Kinshasa, est-ce qu'il y a eu une vraie collaboration entre les commandants des opérations et les gouverneurs militaires? Nous parlons de deux provinces qui sont concernées par l'état de siège. Et ensuite, les informations obtenues auprès des ADF capturés et autres collabos congolais ou terroristes formés par ces Ougandais qui sont des Congolais, ces informations, est-ce qu'elles sont capitalisées par les services de renseignement? Par exemple, le renseignement militaire, l'ANR, est-ce que l'ennemi n'a pas les stratégies, par exemple, de nos forces armées? Nous réfléchissons à haute voix. Effectivement, je pense que tous ces éléments-là doivent être pris en compte, surtout pour un État sérieux. Je vous ai dit au début de mon intervention sur ce plateau, nous ne venons pas pour amadouer le gouvernement en place, amadouer le président de la République, surtout pas en ce qui concerne les questions d'ordre étatique, parce que nous avons tous comme dénominateur commun la République démocratique du Congo. Il est vrai, le président de la République l'a même reconnu, que le problème de l'insécurité à l'Est fait appel à beaucoup de réalités. Et je pense que lorsque nous nous engageons dans la voie d'éradiquer ces fléaux, d'éradiquer cette insécurité, nous devons prendre en compte tous les paramètres possibles. Mais seulement, ce qu'il faudrait d'abord saluer, c'est le point de départ en termes de vision, en termes d'impulsion du président de la République en décrétant un état des sièges. Ça ne suffit pas. Oui, j'ai bien dit ça ne suffit pas, mais c'est un point de départ vers la résolution définitive que nous pouvons envisager. Entre-temps, vous êtes au courant, vous avez vu le Camerounais qui s'intéresse beaucoup aux questions de la sécurité congolaise. Oui. Il a été à Kamituga. Vous avez vu le spectacle. Ngwabijé et Samba ne mettent pas sur la même longueur d'onde. On parle de l'exploitation des minéraux par les Chinois. On parle également d'une milice qui sécurise les exploitants étrangers et dont en Ituri, Akage vient de donner un rapport. On parle des 30 sociétés qui exploitent là-bas. Est-ce que Kinshasa connaît tout ça? On sent qu'il y a un flou artistique. Et les affaires se font dans l'Est. Et on veut à tout prix l'échec patent de l'état de siège. Je vous ai dit tout à l'heure, M. Fabien Lumbala, il faut percevoir... L'Union sacrée avait pris la mesure, l'ampleur de ces décisions. Bon, moi je pense que l'Union sacrée en tant que regroupement, en tant qu'organisation qui regroupe les acteurs politiques,
n'aura peut-être pas des solutions définitives à donner par rapport à l'insécurité de l'Est, parce que la question de l'Est est une question d'ordre institutionnel. Si nous pouvons fier ou nous pouvons faire confiance, il faudrait faire confiance essentiellement aux institutions de la République. C'est sur le gouvernement que le peuple congolais attend des résolutions et des solutions définitives par rapport à ces problèmes. Je vous ai dit, il faut regarder ces problèmes sous une parallaxe la plus diversifiée, parce qu'au-delà de ce que vous avez évoqué comme le problème de multinationales, il y a le problème d'ordre politique, parce qu'il y a même certains acteurs politiques qui se sont transformés comme le tireur de ficelle pour effectivement mettre notre pays dans une situation la plus chaotique. Il y a même la dimension diplomatique. C'est comme ça que je salue l'abnégation et le courage et surtout la détermination du président de la République qui a compris que, voilà, pour le problème de l'Est, il faudrait aussi s'appuyer sur le levier diplomatique, faire appel effectivement à certains États partenaires qui viendront pour accompagner la République démocratique du Congo dans l'optique d'éradiquer ce problème et d'installer la paix dans la région et d'installer la paix surtout essentiellement dans le territoire congolais. Et je pense que le gouvernement congolais devra mettre encore un peu plus d'efforts pour mettre fin à cette sorte d'insécurité qui continue à infester notre population, qui continue d'ailleurs à dégager un peu, à mettre de côté cet aspect de la souveraineté nationale. Parce que lorsqu'on parle de la souveraineté nationale, il s'agit de la force d'un État qui se manifeste à travers l'étendue du territoire national. Aussi longtemps que la RDC, la République démocratique du Congo, n'arrive pas à assumer ses responsabilités vis-à-vis de la protection de ses citoyens, eh ben, il serait quand même difficile de parler de la souveraineté nationale. Et quoi de plus normal, parce que la situation reste la même. Votre mot de la fin, Rodrigue Mwamba, pour boucler cette chose. Non, je crois que les Congolais se sont rendus compte de l'aveu de mon co-débatteur. L'Union sacrée n'a pas de solution et qu'il faut attendre un parce gouvernement. Parce que l'Union sacrée n'est qu'un regroupement politique. C'est le gouvernement de l'Union sacrée. Donc, c'est aux institutions de trouver solution à ce problème. Ouais. Mais ce que je voudrais dire sur la question de l'Est, surtout avec le dernier reportage de M. Alain Foka, qui révèle de la puissance même de tous ces intérêts capitaux, ces entreprises étrangères qui ont fait de l'Est parfois un no man's land où l'autorité de l'État ne s'exerce pas. Je pense que c'est aussi un pan ou une partie du problème de l'Est, parce que ces gens-là, ils financent ces groupes armés-là. Et nous le disions depuis le départ, cette guerre qui devenait asymétrique après avoir vaincu Laurent Kunda, après avoir vaincu le M23, nous avons commencé à dire que la guerre était asymétrique, que c'était du terrorisme. Eux, ils étaient dans l'opposition. Ils n'y croyaient pas. Nous sommes contents qu'au moins sur ce point de vue-là, nous sommes en train de nous rejoindre. Et nous saluons l'initiative du président de la République lorsqu'il crée l'entreprise générale de Cobalt. Nous pensons que c'est une solution justement pour essayer de ravir le monopole de l'exploitation de ce minerai stratégique à ces entreprises capitalistes véreux, pour permettre à ce que l'État puisse retrouver son autorité dans ce coin-là. Mais jusque-là, ce n'est qu'une entreprise qui a du personnel, mais est-ce qu'il y a les moyens techniques qui doivent accompagner? C'est là qu'il y a un problème. Et nous, en tant que Congolais, nous devons nous en rendre compte. Est-ce que nous avons les moyens, pas seulement financiers, mais est-ce que nous avons aussi les moyens en termes techniques, la technicité qu'il faut pour pouvoir exploiter nos propres minéraux? Parce que nous chantons ici, nous sommes un pays très riche, etc. Mais les potentialités ne sont pas des richesses. Après, il nous faudra trouver, moi je pense, il faudra trouver un modèle de développement qui n'a pas trop des accointances plutôt nationalistes ou de ce folklore nationaliste, mais pragmatique, pour intégrer tous ces capitaux étrangers, mais à bon escient, et les faire profiter aux Congolais. Je crois que c'est l'équation qu'il faudra résoudre pour tous les gouvernements qui arriveront. Rodrigue Mwamba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du centre, Exactement. le parti des Germains Kambinga. Vous restez au FCC. Oui, nous n'avons pas choisi la transhumance et l'opportunisme. Voilà. Et puis, Manik Seyenda, vous êtes le secrétaire général de Congo Positif, Union sacrée de la nation. Dieudonné Kishi, année le président Congo Positif. Vous avez donc rejoint l'Union sacrée. Merci d'être venu pour cet échange et ce débat. Vous avez compris que les circonstances n'ont pas permis aux deux autres d'être avec nous, mais le débat a eu lieu. À très bientôt. Retrouvez la rediffusion de ce magazine samedi à partir de 9h de Kinshasa et dimanche 11h, 11h15 sur votre chaîne. Portez-vous très bien. Au revoir.